Bismillahirrahmanirrahim, chers Docker Captains, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette quatrième vidéo de cette série Coptan Docker Fundamentals. Alors, cette quatrième vidéo est consacrée aux C-Groups, mais cette fois-ci on va parler de Docker. La dernière vidéo on a parlé des C-Groups dans Linux, on a vu un petit peu de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on peut faire justement avec ces C-Groups, comment peut-on contrôler la consommation des ressources en utilisant les C-Groups. Et nous nous sommes un petit peu concentrés sur le subsystème de CPUs. Nous avons vu justement cette notion de file system virtuel et comment, via la notion de pas, euh, calculer, contrôler le pourcentage de consommation des cycles de CPU. Donc, si vous avez raté cette vidéo, je vous conseille vivement de la regarder parce que elle présente beaucoup de points importants et primordiaux qui vous permettent justement de comprendre les C-Groups maintenant dans, dans Docker. Voilà, donc on va un petit peu faire une petite révision euh, en répondant à la question why C-Groups, pourquoi on utilise les C-Groups. On les utilise tout simplement pour contrôler les accès, les différentes opérations qu'un container effectue sur les devices et sur les ressources partagées d'une manière générale. Donc une opération, écriture sur un disque, consommation de la RAM, utilisation, consommation de cycles CPU, etc. Toutes ces opérations, justement, on peut les contrôler via la notion de C-Groups. Et on est dans l'obligation, comme on a dit dans la vidéo précédente, on est dans l'obligation d'utiliser ce concept, notamment dans le cas de multi-tenant, donc dans le cas de multi-tenancy, c'est-à-dire qu'un provider, par exemple, s'il offre des services à plusieurs locataires, il est dans l'obligation de s'engager sur des SLA, et donc il y a des locataires qui payent plus que d'autres, et donc dans ce cas-là, il faut que les gens qui payent plus que d'autres, en fait, soient privilégiés par rapport aux autres. Donc c'est tout à fait normal, et la seule chose qui nous permet de faire ça, c'est justement les C-Groups. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute application est gourmande par défaut en termes de ressources. Elle peut consommer toute CPU, elle peut consommer toute la RAM. Et il va falloir justement réguler un petit peu cette consommation en utilisant toujours les C-Groups. Quand on est dans un environnement, vous savez, surtout dans le cloud, on peut avoir toutes sortes de workloads. Donc on peut avoir quand même des workloads un petit peu euh, malicieux, donc du coup qui peuvent causer ce qu'on appelle un denial of service en consommant beaucoup de ressources, en consommant beaucoup de CPU, beaucoup de RAM. Donc ce qui va causer un petit peu un problème en termes de ressources et une altération en fait de la qualité de votre service d'une manière générale. Voilà, donc ça permet un petit peu d'avoir un environnement sain, un environnement de bon voisinage. Donc les containers, ils s'exécutent, chacun il s'exécute dans ses groupes, tout en bien sûr ré- réalisant cet équilibrage de charge, équilibrage de consommation de ressources. Donc on va quand même instaurer un certain bon voisinage, si vous voulez, entre les différents containers. Alors les subsystèmes, on les a vus dans la vidéo précédente, il serait intéressant de les revoir. Donc les subsystèmes qu'on connaît, que Linux peut gérer, d'abord c'est le BLK IO, donc c'est tout ce qui est bloc IO, tout ce qui, tout ce qui est device d'entrée-sortie bloc. Donc par exemple les disques, et là on définit des contraintes, par exemple bits par seconde ou IO par seconde, par exemple. Les accès aux devices, pareil, tout type de device, qui a le droit d'accéder à un device donné. Et quelles sont les différentes opérations autorisées quand un process, par exemple, accède à un device donné. La mémoire, c'est bien sûr la consommation de la mémoire. J'ai le droit, un processus, il a le droit de consommer combien de RAM au maximum. Les PID aussi, ça permet de gérer le nombre de process dans ces groupes donnés. Donc, en tant que processus, par exemple, j'ai le droit de faire un fork de combien de processus au maximum, par exemple, dans ces groupes donnés. CPU, pardon, ça permet de gérer la consommation de cycles de vie, de cycles CPU. Donc, j'ai le droit, par exemple, un process, il a le droit, pardon, de consommer, par exemple, 10% de CPU du temps global de CPU, par exemple.
Et enfin, vous avez le CPU set. Donc ça permet de définir une certaine affinité, de dire par exemple un container s'exécute sur le corps numéro 1, le corps numéro 2, et ça s'applique aussi dans les architectures NUMA, en définissant par exemple les affectations en termes de nœuds, en disant qu'un container donné s'exécute, ou un C-groupe donné s'exécute sur le nœud numéro 1 avec la RAM qui lui est associée par exemple. Voilà, ça concerne les subsystems. Maintenant, les C-groups, comment ça marche? Eh ben, on a vu la dernière fois que ça se gère via le file system virtuel. Mais en fait, vous savez que les nouvelles versions des kernels intègrent systemd. Et le systemd, c'est notamment via le init process, permet de contrôler notamment le démarrage des différents démons et différents process. Donc l'idée, c'est d'avoir le systemd comme étant le, le point d'entrée de tout process ou de tout système de contrôle. Ce qui nous permet d'avoir, si vous voulez, une seule interface de contrôle unique. Donc ça permet d'avoir une vision assez homogène. Et donc le systemd, en fait, gère aussi le C-group. Par contre, Docker, euh, il peut utiliser l'API de ces groupes FS pour la manipulation directe des syscalls de ces groupes. Cela veut dire que au lieu de passer par systemd et manipuler ces groupes, on utilise directement les syscalls et on accède aux différents ces groupes, on les manipule. Donc nous avons deux façons de le faire dans Docker. Soit on passe par systemd, soit c'est Docker qui le fait directement. Et ça, c'est le deuxième comportement, c'est le comportement par défaut justement. Donc comment ça se passe réellement? C'est toujours via cette histoire d'hierarchie. Donc dans Docker, vous avez un Z-group par défaut qui se crée, qui s'appelle Docker. Et sous ces groupes, vous avez des sub-groups. Chaque C-group correspond éventuellement à un container donné. D'accord? Donc on retrouve les ID des containers comme vous pouvez le voir ici. Par contre, si on utilise le systemd, donc tous les ces groupes vont être créés sous le ces groupes system.slice. Donc et pour justement dire à Docker utilise plutôt systemd, il va falloir toucher au fichier daemon.json et utiliser l'option exec opts et on définit le driver à utiliser pour la manipulation de ces groupes. Donc dans ce cas-là, on va utiliser le systemd. Parfait. Ce qui est intéressant avec Docker, c'est qu'on a une certaine souplesse en termes de gestion de ces groupes. C'est-à-dire que je peux par exemple définir ce qu'on appelle un C-group parent, c'est-à-dire euh, euh, sur l'arborescence, au lieu d'utiliser le Docker par défaut, ou au lieu d'utiliser justement l'emplacement des C-groups par défaut de systemd, eh ben, je vais définir un emplacement euh, racine qui est custom, qui est propre à moi. Et donc dans ce cas-là, je peux définir justement dans l'arborescence un, un C-group parent et qui va être appliqué sur tous les containers. Donc ça, c'est configuré au niveau du démon. C'est toujours dans le fichier daemon.json. Et dans ce cas-là, tout container qui va être créé, le C-group associé va être justement sous le C-group parent. Ou sinon, je peux le faire par container. Donc quand j'exécute docker container run -d, je vais utiliser l'option group parent et dans ce cas-là, je vais définir justement le path du C-group parent, comme vous pouvez le voir justement dans cette image. Voilà, donc ça c'est le principe justement de fonctionnement de Docker avec les C-groups, comment il les manipule. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a deux drivers utilisés par Docker, soit le driver de C-group FS, donc c'est Docker qui communique directement avec ces groupes, ou sinon on utilise le systemd, donc on passe par le systemd. Donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent plutôt utiliser le driver de systemd parce que ça permet d'avoir justement un seul point de contrôle. Donc au lieu d'avoir deux gestionnaires de ces groupes, donc
donc le gestionnaire de Docker, le gestionnaire de systemd, on va utiliser le systemd puisque déjà lui-même, c'est le gestionnaire par défaut de ces groupes. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Si toujours vous avez des lacunes, vous avez des choses qui ne semblent pas assez claires, alors n'hésitez pas à me contacter ou à laisser vos commentaires dans l'espace commentaire réservé et qui est lié bien sûr à la vidéo en question. Alors, comme d'habitude, il va falloir faire euh, une petite démo justement pour mieux cerner et comprendre les choses. Alors, là, j'ai toujours mon host qui héberge des containers. Alors, je vais nettoyer un petit peu. Euh, oui, donc j'ai un container. Je vais nettoyer en le supprimant. Voilà, donc en principe, voilà, tout est propre. Voilà, donc pour le moment, je n'ai aucun container. Et là, j'ai lancé aussi le hashtop. Donc tout est calme en fait. Il n'y a rien. CPU, il est assez calme. La mémoire aussi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je reprends mon fichier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, toujours, comme je vous ai dit, je m'inspire toujours du cours de Nigel Brown. Alors, personnellement, il s'agit peut-être du meilleur cours, d'un des meilleurs cours que je n'ai jamais vu, parce que ça permet justement de comprendre vraiment les bases des concepts. Euh, Personnellement, j'ai déjà manipulé les C-groups, les namespaces, mais je n'ai jamais compris en fait comment ça marche et comment ça, c'est-à-dire le deep dive des choses. Mais grâce à Nigel Brown, j'ai vraiment, alhamdoulilah, bien assimilé les principes de base et justement dans sa vidéo, on retrouve une certaine image d'un container de stress. Donc je vais la partager justement avec vous. J'ai fait le build à partir du Dockerfile et là j'ai mon image qui permet de faire le stress. Alors cette image en fait intègre le processus qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est le process stress. Parfait. Donc je vais partager bien sûr avec vous cette image là et peut-être je vais la mettre carrément sur mon Docker Hub. Parfait. Alors dans ce cas là qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va exécuter cette commande. Alors je vais vous expliquer justement de quoi il s'agit. Alors on fait un docker run -it donc en mode interactif, -rem donc quand je fais un exit ou quand la machine redémarre, donc automatiquement mon container il est supprimé à partir de l'image stress. Donc et je lance bien sûr la commande -q-c 1 vm1 et vm bytes 1500 MB. Cela veut dire que je vais lancer un stress en consommant un 5 Go de RAM. Ok, voilà. Donc là, je vais jeter un coup d'œil sur mon htop et je vois en fait que là j'ai le CPU justement qui est à 100%, donc je consomme tout le CPU. Je pense que c'est ce paramètre en fait, hein. C'est ce paramètre VM1. Donc là c'est pour dire je consomme le CPU, j'affecte tout un CPU, tout un corps à mon processus de stress. Et là j'ai la RAM. En principe, c'est là j'ai 38%. Alors 38%, sachant que j'ai une machine de 4 Go, 379 Go, donc 1.5 c'est à peu près ça. C'est 38% en fait. Oui, c'est exactement ça. Parfait. Donc maintenant je vais passer à une autre commande. Alors, on va là. Donc, ce qu'il faut comprendre par cet exemple-là, c'est que j'ai lancé un process par défaut, il a consommé la totalité du CPU, il a consommé la totalité de sa RAM. Et là, c'est pas intéressant. Parce que si j'ai d'autres containers, eh ben les containers vont vraiment souffrir pour consommer, pour se partager les différentes ressources. Alors là, je vais mettre, on va dire, on va mettre un peu de l'ordre, on va mettre un peu de l'ordre euh, en définissant justement des contraintes, notamment CPU, RAM.
Je vais exécuter cette commande justement. Alors là, je vais arrêter mon process. Ok, donc le process, je l'ai arrêté. En principe, là, mon CPU se calme, ma RAM aussi se calme. Et là, je vais exécuter cette deuxième commande. Alors, de quoi il s'agit? Alors, il s'agit de -it, -d, donc commande de démon. Et là, je vais définir un de ces groupes parents. Rappelez-vous de ce qu'on a vu tout à l'heure dans cette histoire de ces groupes parents. C'est-à-dire, au lieu de définir un ces groupes parents au niveau de mon démon, je vais le définir au niveau de mon container. Je vais définir carrément une hiérarchie, un path bien spécifique à moi. Et on verra justement pourquoi on le fait. On fait ça. Et je garde toujours pratiquement les mêmes paramètres, c'est-à-dire un corps destiné et 1,5 1,5 Go. Là, je pense que je me suis trompé, c'est pas 15 000, mais c'est 1500. Parfait, 1500. Par contre, j'exige des contraintes sur mon container. Alors, je vais dire que je vais consommer 0,75% de mon CPU, de tous les cycles CPU, et mon container sera limité à 1 giga de RAM. Cela veut dire que malgré que le process consomme les 1,5 giga, c'est-à-dire sollicite les 1,5 giga, moi je vais le forcer à ce qu'il ne dépasse pas les 1 giga de RAM. On va tester justement et on verra ce que ça marche. Voilà. Je sais pas là, est-ce que... Oui, parfait. Donc, donc il y a 3 secondes, il y a le container qui a démarré et là je vais faire un petit check. Alors je vais faire un petit check, pardon. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit en fait que le CPU, remarquez 58 et ça fait à peu près 75%. Et je vois aussi que j'ai 26% de la RAM. Alors 26%, c'est à peu près 25%. 25% de 4 Go, c'est exactement 1 Go. Donc on voit que tout à l'heure, j'ai dépassé, donc j'ai atteint les 1,5 Go consommés et sollicités par le process. J'ai atteint 100% de CPU. Par contre là, avec mes contraintes, j'ai imposé la contrainte de 75% de CPU et le 1 Go. Donc ça marche parfaitement. Alors maintenant, ce qu'on va découvrir ensemble, donc là je récupère l'ID de mon container. Et là, on va récupérer justement tous les process qui s'exécutent à l'intérieur de mon container. Donc je récupère les PID de mes containers. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier est-ce que ce sont les mêmes PID qu'on va retrouver dans ces groupes. Rappelez-vous que dans ces groupes, on va gérer justement la notion de task et on va voir est-ce que réellement je retrouve tous mes ID. Ok. Là, exactement, il s'agit des mêmes ID. Donc tous les process qui sont créés dans ces groupes-là font partie, donc sont soumis justement à la contrainte que j'ai définie, à savoir le 0,75% de CPU et le 1 Go de RAM. Alors, je vais encore faire une dernière action qui consiste à diminuer la consommation de la RAM. Donc, je vais passer de 1 Go à 512 pour des contraintes peut-être de ressources. Je vais dire, bon, pour ce container ID, je vais plutôt imposer, je vais passer de 1 Go de RAM à 512 mégas de RAM. Voilà, donc il s'agit d'une simple modification sans interruption de service. Alors là, je passe de 25% à 13%. 13% de 4 Go, ça fait à peu près les 512 mégas de RAM. Donc, on a bien compris en fait l'utilité de ces groupes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la base est très importante. Quand on a bien assimilé le concept des hiérarchies, des paths, etc., là on voit mieux justement ces choses avancées dans la manipulation de ces groupes. Ça c'est très important, notamment dans des environnements de production euh, où justement le fine-tuning est primordial et sine qua non. Donc la maîtrise de tels concepts devient aussi importante et inévitable. Alors je voulais partager avec vous un dernier point, euh, c'est le monitoring. Il y a beaucoup de solutions de monitoring et là je vous présente le SysDic. Donc c'est une solution que je connais depuis un peu plus de 4 ans et qui
et qui est magnifique, qui permet justement de monitorer mon espace, ou plutôt mon infrastructure de container. Donc là, je vais par exemple récupérer. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai installé l'agent Sysdig et donc il s'agit d'une plateforme SaaS. Donc ça se passe bien sûr dans le cloud. Donc là, j'ai un container qui s'appelle Friendly Murdoch. Donc je vais voir, voilà, c'est celui-là en fait, c'est celui-là. Et on voit bien que pour la consommation de la RAM, en fait, il faudra peut-être attendre un petit peu pour. Alors, Friendly Murdoch, c'est celui-là en fait, oui, c'est celui-là. Donc il va falloir attendre un petit peu pour voir justement. Ah oui, voilà, voilà, on le voit. Donc là, je suis passé par exemple du 1 giga de RAM, qui représentait les 25% en fait, les 26%, 25%, 1 giga, je suis passé à 512. Alors, 512 c'est le 13% en fait. Voilà. Donc, c'est intéressant et c'est bien d'avoir ce genre d'outils de monitoring à travers des dashboards pour avoir une meilleure maîtrise, une meilleure visibilité sur justement vos ressources et vos containers d'une manière générale. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, elle a été bénéfique pour vous et on va se dire à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam.